Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock de Rouyn-Noranda avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et on va parler un peu finance et aussi prêt. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, là on s'en va dans une période, on commence à parler récession un petit peu du côté... en fait, du côté fédéral, on ne dit pas récession. On parle de temps dur peut-être plus que d'autres choses. Ça nous allume des lumières. En principe, ça devrait allumer des lumières aux gens. J'aimerais qu'on parle, pour commencer, on va aller vers on va parler de crédit beaucoup, code de crédit, taux hypothécaire, et on va parler de différentes choses, comment gérer ces crédits, mais j'aimerais qu'on commence à parler de la cote de crédit. C'est quoi la cote de crédit, puis comment qu'on peut faire pour avoir une bonne cote de crédit comme telle pour faire face à nos emprunts? Oui, ben la cote de crédit, on avait effleuré le sujet là, dans notre dernière entrevue. C'est un chiffre qui se situe entre 300 et 900. On veut viser autour de 180, 700 là, si on veut avoir une bonne cote de crédit. Cette cote-là nous sert à avoir des prêts, à avoir du crédit. Donc, il y a différents trucs pour avoir une bonne cote de crédit. La cote de crédit, c'est un algorithme, donc il faut avoir des bons comportements. Le premier truc relié à ça, c'est basé sur un élément qu'on s'est déjà parlé, qui est le budget. Le budget, c'est la base de tout, parce que sans budget, on va commettre des erreurs qui vont nous nuire dans les autres trucs qu'on a à faire. Parce que si on n'a pas de budget, on n'a pas de map, on n'a pas de boussole pour savoir où on s'en va, et donc ça devient difficile de respecter les autres éléments que je vais parler, là, qui sont les différents trucs. Bon. Ça, c'est la base. Okay. La première chose que les gens savent normalement, payer sa carte de crédit à 100%, là, c'est comme le premier truc. De pas tenter de payer le minimum, de payer vraiment 100% de la carte. La carte de crédit, c'est un outil qui nous permet de pas traîner de l'argent avec nous, de pas utiliser la carte de débit qui pourrait être piratée dans certains cas, dépendamment là, de quelqu'un qui est mal intentionné. La carte de débit, c'est notre argent, alors que la carte de crédit, c'est l'argent de l'institution financière. Donc, les gens l'utilisent beaucoup, mais si on la paye pas à 100%, on a des taux d'intérêt qui sont excessivement élevés et on veut pas embarquer dans une spirale de taux d'intérêt, là. Donc, il faut payer absolument le minimum si on veut pas nuire à sa cote, mais il faut payer 100% de sa carte si on veut pas se nuire pour le futur. Ça, c'est comme un truc très important, là. Puis les taux d'intérêt des cartes de crédit vont être appelés à monter, si je me trompe pas, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, là. C'est tout le temps des taux, ça suit les autres taux, en fait, c'est ceux qui peuvent les monter. Ils sont déjà excessivement élevés, les taux des cartes de crédit pour les gens qui n'ont pas des cartes spéciales, on va dire, là. Donc, c'est pas rare que ça joue dans les 26, 28, 29%. On n'est pas loin des taux abusifs à 26, 28, 29%, non? Oui. On est à la limite. Les taux abusifs, ça commence à 30%, fait qu'on est vraiment à la limite avec ces taux-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de dettes sur les cartes de crédit. C'est un mauvais truc. Si on est rendu à avoir des dettes sur les cartes de crédit, on est mieux de les transférer sur des prêts à terme ou d'autres types de prêts, là. OK. Donc, un autre élément important qu'on a à faire, c'est payer à temps. Les gens, des fois, se rendent pas compte, mais si on dépasse d'une seule journée notre date de paiement, là, qui est marquée sur notre relevé pour les cartes de crédit, ou même sur une marge de crédit, n'importe quoi, ça peut nuire à notre cote. Et notre cote de crédit est composée à 35% de ça. Est-ce qu'on paye à temps nos dettes? Est-ce qu'on paye nos prêts à terme à temps? Est-ce qu'on paye notre carte de crédit à temps? Puis une petite particularité qu'il y a sur les cartes de crédit qui est encore pire, c'est que quand on ne paye pas à temps, on saute une journée, on paye pas juste l'intérêt sur une journée, notre fameux 30%, 28%, là, on le paye depuis la date de l'achat qu'on a fait sur la carte de crédit. Fait que si on se réfère, là, des fois, il y a des achats que ça fait un mois qu'on a fait sur une carte de crédit quand on la paye. Donc, si on la paye la journée avant la date limite, on va payer aucun intérêt. Mais si on la paye la journée après, on va payer de l'intérêt sur la période complète. Un mois et demi. Okay. La période complète depuis l'achat. Fait que c'est des taux d'intérêt qui peuvent être très élevés. Un autre élément important, c'est l'utilisation qu'on fait du crédit. La fameuse limite. Ça, c'est un élément que les gens ne savent pas, mais ça compose un autre 30% de la cote de crédit. Si on a une marge de crédit, exemple, de 20 000 et qu'elle est utilisée à 15 000 on est en train de nuire à notre dossier de crédit. Si on a une carte de crédit qui a un maximum dessus une limite de 10 000 et qu'on fait des achats, qu'on la monte à 8 000 et qu'on la paye à 100% à la fin du mois, encore là, on vient de nuire à notre cote de crédit.
Donc, l'utilisation qu'on doit faire d'une carte, d'une marge, il faudrait absolument limiter notre utilisation à 35% de la limite si on veut vraiment optimiser. Ça veut dire que si on sait qu'on utilise à tous les mois 3 000 $ sur notre carte de crédit, ben ça nous prendrait au moins une carte de crédit d'à peu près 10 000 $. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Ils pensent que j'utilise, je rembourse, tout va bien. Mais non. Si on accote une limite à plus de 35% de l'utilisation, on nuit à notre cote. Et il faudrait essayer vraiment, au-dessus de 50%, là, on lui nuit beaucoup. Ouais, donc, mais ma question, idéalement en bas de 35. Pierre-Paul, si on a une carte de crédit, puis c'est pas rare ce que je veux dire là, une carte de crédit qui a un crédit de 40 000 $ dessus, et c'est rendu des cartes courantes, si on s'entend là-dessus, et qu'on utilise 6 000 $ sur cette carte, le 40 000 $ vient pas manger notre marge de crédit? En fait, pour ce qui est de la partie que je viens de dire, l'utilisation, on est bon parce qu'on utilise en bas de 35. Ouais. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a deux choses, il y a d'autres éléments que les institutions financières vont regarder. Ils vont regarder le niveau d'endettement. Et là, quand on a une carte de crédit de 40 000, c'est qu'on a une possibilité d'endettement de 40 000. Et donc, on se retrouve dans une situation où même si notre cote de crédit peut être bonne, peut-être qu'on a accès à trop de crédit qui fait qu'on passera pas non plus basé sur nos revenus et d'autres choses. Donc, d'avoir une limite trop haute, ça nous crée artificiellement comme si on a une dette trop haute là du point de vue des institutions financières. Et si on arrive pour avoir du crédit supplémentaire, on va dire non, tu as déjà trop de crédit. Donc c'est là où tu as raison que d'avoir une limite trop élevée, ça a ce côté pernicieux là aussi là. Il faut comme avoir la bonne limite pour notre utilisation, je dirais. C'est ça qui est important. Donc, le facteur 30% de la valeur de notre carte de crédit, c'est vraiment le barème de calcul qu'on doit utiliser. Oui, c'est vrai pour la carte. Et c'est vrai pour la marge. Donc, on a des marges de crédit aussi, là, c'est le même principe. On ne devrait pas l'utiliser à plus de 35%. Sinon, au pire 50, mais dès qu'on monte au-dessus de 50, plus on monte, en fait, pire que c'est au niveau de la cote. Et ça compte pour 30% de la cote. Un autre élément que les gens, des fois, ne savent pas, c'est l'historique qu'on a. Donc, exemple, on a des cartes de crédit, on les utilise, on change de carte, on détruit une vieille carte, on garde une nouvelle carte parce qu'on a des meilleurs taux, des meilleurs points, peu importe. Mais de jeter des vieilles cartes de crédit, de cesser l'utilisation de ces cartes-là puis de les fermer, ça vient diminuer la longueur de notre durée, de notre historique au dossier de crédit. Et il y a quand même un 15% de la cote qui est basée là-dessus. Donc, une suggestion que je fais souvent à mes clients qui veulent rouler à peu près avec 2 cartes, là, je dirais c'est pas mal l'idéal pour la majorité des gens. La carte qu'il faut absolument garder, c'est la plus vieille. Notre première carte qu'on a eue, il faudrait la garder. Faudrait ne pas la fermer. Et si on veut avoir une deuxième carte qui, elle, peut changer avec le temps pour des questions de points et tout ça, c'est bien correct. Avoir trop de cartes de crédit, c'est un problème parce que là, on utilise beaucoup de sortes de crédits, beaucoup de cartes de crédit. Donc, c'est comme si on en a besoin de beaucoup. Ça crée du négatif sur notre cote de crédit. Donc, encore là, de profiter d'avoir plein de cartes parce qu'on veut profiter de plein de points possibles à différents endroits, d'avoir 6-7 cartes de crédit. Il y a des endroits, ça nuira pas, comme sur les limites, sur le payer à temps, ces pourcentages-là seront pas affectés. Mais si on a trop de cartes, ça peut nous nuire. Et en plus, la gestion de tout ça, à un moment donné, ça devient compliqué. Ouais. Donc, essayer de se limiter à 1, 2 cartes de crédit, au pire 3, mais essayer de garder le chiffre assez bas, mais surtout garder la vieille carte, parce qu'elle a bâti notre historique qui compte pour quand même un 15% de la carte. C'est pas négligeable ça non plus. Hein? Non, c'est ça. Un autre élément important, c'est de varier le type de prêt qu'on a pour prouver notre capacité à gérer plusieurs emprunts. Exemple, d'avoir un prêt sur une voiture, d'avoir une marge, d'avoir une carte de crédit, d'avoir une hypothèque, d'avoir des prêts différents, des types de prêts différents. Ça nous aide parce que ça démontre notre capacité à gérer, parce qu'on s'entend, gérer une marge de crédit, ça se gère pas comme un paiement de voiture. Une marge de crédit, il faut la payer, faut essayer de la faire baisser, on peut la payer à différents moments, sinon on fait juste payer de l'intérêt. On n'a pas un terme. Alors que de gérer un terme, c'est différent. Donc c'est deux types. Il y a des gens qui vont avoir plus de misère à faire un paiement à date fixe. Ces gens-là devraient profiter de la possibilité de faire des paiements là, qui sont déjà enregistrés dans leur compte. Comme ça, ça rend l'exercice facile. Mais de gérer une marge qui est du crédit rotatif, qu'il faut payer, il faut essayer de la baisser le plus possible, c'est complètement différent. Donc, varier ce type de crédit-là, c'est un autre élément qui est important. Moi, j'écoute tout ça et les gens qui
je vais donner un exemple. C'est loin d'être le cas de tout le monde, mais bon, on a 2 véhicules en avant de la porte, ils sont payés tous les 2. On paye une hypothèque, puis on paye une carte de crédit. Finalement, si on n'a pas assez de crédit, notre carte de crédit en souffre. Ben, elle s'améliorera pas, on va dire ça comme ça. Okay. C'est pour ça que les jeunes qui commencent dans la vie, ben, des fois, ont de la difficulté à avoir un crédit, particulièrement les gens qui ont tout payé cash au début parce qu'ils n'ont jamais voulu utiliser de crédit, ils n'ont pas de carte de crédit, ils payent avec la carte débit ou avec du cash. Leur première maison, ils ont beaucoup de cash à donner dessus, mais ils arrivent d'avoir leur hypothèque. C'est une problématique parce que là, ils n'ont pas d'historique. Donc, la banque, souvent, ils ont des difficultés à faire ces prêts-là, ces premiers prêts-là, que ce soit voiture ou hypothécaire. Oui. Donc, il faut vraiment avoir une carte de crédit, c'est important si on veut rentrer dans le système de crédit. Quand on a une voiture, ben, de la faire financer, surtout que les taux de prêt pour des voitures standards, mais souvent c'est plus bas que les rendements qu'on peut faire sur nos placements. Fait que, d'avoir une bonne stratégie globale de différents prêts, c'est quelque chose d'important. Hypothèque, voiture, carte de crédit. Je dis pas que c'est obligatoire. Hein. Évidemment, quelqu'un qui veut vivre complètement sans crédit, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste qu'il soit conscient que la journée où il change d'idée, ben, il va falloir qu'il bâtisse de zéro. Ouais. Donc, c'est pour ça que de penser à ça à long terme, c'est important. Puis sinon, ben, la personne, dans son premier prêt, ça se peut qu'elle ait besoin d'un endosseur. C'est pour ça que souvent, quand on est étudiant, puis on a nos premières cartes ou nos premières marges ou ces choses-là, ben, souvent, les parents doivent nous endosser. Ben, ça, c'est à cause de ce phénomène-là. On n'a pas encore bâti un historique. Donc, si on gagne la confiance tranquillement avec un endosseur, ben, on est capable par la suite. Mais c'est plate de faire ça à 35 ans. Fait que c'est pour ça que quand on est... C'est plus compliqué de trouver un endosseur à 35 ans, des fois, quand t'as pas de parents qui t'attendent. C'est une autre histoire. Le temps passe vite, mais je veux à tout prix qu'on parle des taux hypothécaires, des hypothèques des gens, parce qu'on s'en va vers des taux qui sont de plus en plus hauts. C'est inquiétant. Les gens qui ont à renouveler leur hypothèque, c'est également très inquiétant. Y a-t-il une façon de parer ça? Y a-t-il une façon de faire face à cette situation-là? Ben, c'est sûr, il y a deux éléments importants là-dessus que moi je trouve. Le premier élément, c'est de savoir que en général, les gens qui ont une capacité d'absorber les fluctuations de marché, les taux d'intérêt qui sont variables sur une vie, ça a été prouvé que on va toujours au final avoir payé moins cher. Okay? Les gens qui prennent systématiquement du variable vont toujours payer moins cher que des gens qui prennent du fixe 5 ans par exemple. Okay. Pourquoi? Ben, c'est que quand on est dans le variable, on absorbe les baisses, on absorbe les hausses, mais dans le préfixe, il y a toujours une prime qu'on paye pour geler notre cote pendant un certain temps. Donc, de prendre le taux le plus bas sur le marché dans le variable, ben c'est comme disons à long terme, la meilleure stratégie. Par contre, ben le gros désavantage de ça, c'est qu'on absorbe toutes les fluctuations de marché comme on vit présentement. Donc il faut être en mesure disons, d'analyser notre situation à la pièce. Et c'est pour ça que les préfixes sont tellement prisés, mais c'est parce qu'on est prêt à payer une petite prime pour se sécuriser pendant une longue période et pas regarder nos finances. C'est pour ça que dans les baisses financières, ben les gens sortent leur argent alors qu'on devrait faire le contraire. C'est humain. Quand on subit des pertes, on n'aime pas ça. On devient un peu plus peureux. Et ça nous cause de faire des pertes supplémentaires en sortant notre argent. Mais c'est le même principe. Si on fixe dans le temps, ben on est prêt à payer une prime pour ne pas se casser la tête. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Okay. La deuxième chose à savoir, c'est que l'institution financière qui est la mieux placée pour négocier le meilleur taux possible pour nous, ben c'est celle qui nous connaît. Donc normalement, on a comme une institution financière qu'on a déjà notre hypothèque, souvent on va avoir notre marge là, notre carte de crédit là. Donc ça c'est assez fréquent. Cette institution-là est la mieux placée pour nous connaître, pour nous donner différents rabais parce qu'on est un bon payeur. Donc c'est sûr que quand on arrive au moment de renégocier son institution financière, son prêt hypothécaire, ben c'est bon de s'asseoir et avec son institution financière, mais je suggère toujours un deuxième élément avec un courtier hypothécaire. Parce qu'un courtier hypothécaire, lui, va aller au marché, il va aller comparer avec plein d'autres banques qui sont des fois même virtuelles et ça va nous donner un très, très bon comparatif. Donc, ça, c'est comme un minimum. Donc, ce que je suggère aux gens, c'est toujours magasiner. Puis, si vous n'aimez pas magasiner, ben minimalement, vous allez voir votre institution financière et un courtier hypothécaire parce qu'au moins, vous allez couvrir toutes vos bases avec ça. Ouais. Je vais peut-être sauter du coq à l'âne en disant ça. Les assurances hypothécaires qu'on prend à travers notre assurance, là, à travers notre hypothèque, sont très dispendieuses, comme on me disait. Hein? Il me paraît que ça, on devrait faire affaire peut-être avec un assureur indépendant.
Absolument, absolument. C'est sûr que de prendre l'assurance qui vient avec l'hypothèque, c'est une très, 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 très mauvaise idée. Le seul cas où ça peut être une bonne idée, c'est quelqu'un qui n'est pas assurable, par exemple, puis qui n'est pas en mesure d'avoir une assurance ou qui n'a pas assez d'assurance là, personnellement pour couvrir le problème d'hypothèque. Parce que le gros problème avec l'assurance hypothécaire, c'est que vu que tout le monde est accessible, ben, il y a une espèce de prime de risque qui rentre là-dedans, fait qu'on paye très cher. Et le deuxième problème qui est encore pire, c'est qu'on assure notre hypothèque. Donc ça veut dire qu'au début, quand on prend notre hypothèque, exemple, qu'elle est de 300 000, ben cette hypothèque-là est assurée à 300 000. Après 20 ans, quand cette hypothèque-là est rendue à 50 000, on paye le même montant d'assurance pour assurer 50 000 qu'on payait au début pour assurer 300 000. Alors que si, par exemple, on s'est pris une assurance temporaire, 20 ans, je prends cet exemple-là, ça pourrait être d'autres types d'assurances, ben d'un, elle va coûter vraiment, vraiment moins cher, des fois le tiers du prix. Et de deux, ben le montant qu'on s'assure, exemple dans ce cas-ci, le 300 000 du départ, ben si on décède puis notre hypothèque est à 150 000, ben on s'assure que le 150 000 est payé par notre assurance, mais il reste un autre 150 000 qu'on donne à notre succession. Donc, on n'a pas payé dans le beurre une assurance hypothécaire qui a baissé dans le temps avec un montant beaucoup trop élevé. C'est sûr que de prendre une assurance indépendante pour assurer que ce soit ses prêts, ça, c'est la même chose sur les cartes de crédit, de prendre des assurances pour payer les cartes de crédit, de prendre des assurances pour payer différents prêts. On devrait toujours tenter d'avoir une assurance indépendante qu'on contrôle et qui n'est pas dépendante d'un prêt. Voilà. C'est déjà tout le temps qu'on a, Pierre-Paul. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. C'est encore un sujet qu'on pourrait, j'imagine, étirer longtemps, parce que c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, Pierre-Paul, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup.